Bon, eh bien, très bien. Fin de la pause. Merci d'être restés avec nous pour ceux qui sont encore ici donc ce soir, donc pour la poursuite de notre nuit de la nuit, la poursuite de notre exploration. Et nous allons passer de la ville H24, des villes qui ne dorment jamais, avec les villes qui s'illuminent. Et nous allons, alors déjà, un petit comment dire, message. Nous devions avoir avec nous Yann Kersalé, scénographe lumière, qui a notamment illuminé donc, le quai Branly ou encore la gare de Saint-Nazaire. Malheureusement, Yann Kersalé est souffrant et ne pourra pas se joindre à nous. C'est Luc Vanilski qui, gentiment, et qui est un connaisseur de Yann Kersalé, de ses œuvres, de ses actions, qui a notamment collaboré avec lui à de multiples reprises, qui reprend du service justement pour pouvoir nous en parler. Donc il y a la gentillesse d'être avec nous. Vous avez notamment écrit sur son travail dans l'ouvrage Matière-Lumière. Alors du coup, moi avant, forcément, comme vous êtes un géographe, je vais en profiter d'ailleurs pour vous passer quelques images du travail de Yann Kersalé pour que voilà, vous ayez un peu une idée de ce dont on parle. Donc en tant que géographe, forcément, je me dois de vous poser quelques questions et vous en avez déjà dit un peu hein, lors de donc notre première table ronde. Mais est-ce que la lumière, la fonction de la lumière a évolué au cours du temps, au cours de ces dernières décennies, si on peut dire, parce qu'on a déjà discuté un petit peu de la lumière, enfin en tout cas la nuit, donc du Moyen Âge, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu une idée de l'évolution de l'éclairage? Alors peut-être, donc je vais en parler, je ne suis pas artiste lumière comme Yann Kersalé, je dirai un mot, je crois, tout à l'heure sur son travail, sur la base de ce que vous aurez projeté. Donc j'ai accepté ce jeu, cet échange entre nous. Moi j'ai vu évoluer la lumière de plusieurs façons. D'abord, la lumière que j'ai connue et que j'ai étudiée, c'était une lumière au démarrage, une lumière urbaine au sodium. Hein, donc c'est cette lumière-là qui était une lumière aussi qui avait des visées sécuritaires, non pas pour lutter contre la délinquance, hein, mais une lumière qui avait des visées sécuritaires, avec une hiérarchie, par exemple, sur les artères, voilà. Donc ça, cette lumière-là, petit à petit, elle a laissé la place. Bon, les technologies ont évidemment évolué, je ne reviens pas là-dessus, puis j'ai pas envie de développer cet aspect-là, mais on est passé à une lumière qui est une lumière qui va travailler sur l'agrément, sur la qualité de la ville, sur l'ambiance. La lumière de sécurité, c'est, je vais dire, une gamelle, une ampoule, et puis on éclaire. On éclaire directement l'endroit qu'on veut mettre en lumière. La lumière d'agrément, on va projeter des lumières sur les façades. D'accord? Et ça, c'est un élément qui est apparu avec les sons et lumières dans les années 50. Les premiers sons et lumières, c'est les années 50, c'est Chambord. C'est pas si vieux que ça, hein. Et puis petit à petit, on est passé des sons et lumières à cette technologie-là. Alors, il y avait eu un son et lumière bien moins glorieux à l'époque d'Hitler, nazi, les lumières de la DCA. Enfin, on a tous en tête ces images qu'une cinéaste avait esthétisées à l'extrême. Mais disons que voilà, donc on a commencé à éclairer des bâtiments après des faits de son et lumière. Et c'est ça qui s'est petit à petit imposé, c'est-à-dire on a patrimonialisé et on a hyper patrimonialisé des monuments historiques. D'accord? Et ce qui est intéressant, là où le géographe est interpellé, c'est que ce qu'on a mis en lumière, c'est les patrimoines existants. Et ce qu'on pensait être du patrimoine. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on va se retrouver à suréclairer les centres-villes. Donc la fonction Disneyland, la fonction Ripollin, elle est encore plus forte la nuit. C'est-à-dire que déjà, quand vous regardez une ville d'en haut, alors quand on travaille sur la nuit, c'est qu'on est feignant. C'est-à-dire si on veut comprendre une ville, on la regarde de nuit, on la comprend mieux. Parce que les choses sont très écartelées. C'est comme je ne sais pas si vous avez fait des analyses factorielles, on a des nuages de points et on voit les contrastes. Donc dans la nuit, on voit très vite les contrastes. Et il y a un des contrastes très forts, c'est un exercice que je fais souvent avec des étudiants ou des élus, ou peu importe. On part du centre d'une ville, on marche, et on fait l'épreuve de la nuit. Et donc vous allez vous retrouver dans des périphéries. Vous partez de la Tour Saint-Jacques à Paris, vous marchez, vous allez voir ce que c'est d'être mis en périphérie et être mis dans la nuit. Bon, l'espace public se dégrade, ce qui est dans l'espace public est de moins de qualité, mais la lumière est de moins de qualité.
parce que ce n'est pas les mêmes acteurs qui éclairent, il n'y a plus de bâtiments éclairés. Si vous faites des cartes, j'en avais fait notamment sur une ville comme Strasbourg, vous voyez que déjà, juste l'éclairage, il est plus fort au centre. Ensuite, vous rajoutez l'éclairage des bâtiments, mais c'est pareil à Paris, hein. On va éclairer les vieux bâtiments, le patrimoine ancien, il n'y a rien en périphérie. Puis ensuite, vous rajoutez les événements, fête de Noël et tout ça, ben vous êtes encore sur les mêmes espaces. Donc ça, c'est, me semble-t-il, un élément important de la lumière. Puis je veux dire, le quatrième, c'est le fait que la lumière, puisqu'elle met en scène, hein, pensez par exemple, peut-être les plus vieux d'entre vous se souviennent des concerts de Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, il a amené un truc assez génial dans la ville. Il a fait ça à Houston, il a fait ça à Lyon. Il a pris la ville, et c'est ce que fait Yann Kersalé, hein, mais il a pris des bouts de ville, il les a éclairés, il les a mis en son et en lumière. Mais de façon, donc à cette échelle-là. Et ça a été aussi une avancée, mais qui a joué sur le fait que quand on était une ville, il fallait qu'on ait des événements lumineux, et il fallait qu'on ait une image lumineuse. Et il y a quelques années, j'avais pris les cartes postales de plusieurs villes en France, donc les cartes postales anciennes et les cartes postales nouvelles, et j'avais constaté que les 3/4 des cartes postales étaient devenues des cartes postales de nuit. Et alors que j'ai posé la question aux photographes, ils disaient, ben nous, on fait des cartes postales sur ce que les gens nous demandent. Et donc, on leur demandait en plus de choses de nuit, et ces choses étaient illuminées. Donc, vous voyez ce truc. Et pourquoi on a illuminé? Parce que pourquoi on est passé à cette lumière-là? C'est toujours une réflexion, désolé hein, de parler en géographe, mais urbi et orbi. C'est-à-dire, on éclaire pour la ville et pour les habitants. On veut la rendre agréable, on veut la rendre sympathique, on veut pouvoir y circuler, hein, mais on veut aussi exister et clignoter sur les planisphères. Donc le orbi, c'est le monde. Donc on a envie d'être une ville qui... Voilà. Donc si vous projetez dans les magazines d'urbanisme, d'architecture, des images d'un urbanisme lumière, bah, voilà, vous allez exister. Et on a vu que les architectes, je vous assure, il y a encore 30 ans, les architectes, l'identité nocturne de leur bâtiment, c'était vite fait un truc qu'on mettait là, voilà. Puis en plus, comme c'était éclairé à l'intérieur, ça projetait dehors. Mais là, aujourd'hui, ça fait vraiment partie de la réflexion. Puis dernier point, aujourd'hui existent des schémas lumière. C'est-à-dire que l'urbanisme qui était plutôt sur du lourd, des bâtiments et tout, on va vers de la lumière. De la lumière qui peut vous arnaquer, qui peut vous manipuler, qui peut vous amener où elle veut. On essaie d'organiser la lumière. Un des premiers qui a travaillé là-dessus, c'est Narboni, hein, avec les schémas lumière à Lyon et ailleurs, et qui développe donc avec des idées d'hiérarchie et autres. Donc c'est intéressant parce que c'est une vision technique et politique de ce que doit être la nuit et quels sont les endroits qui doivent être éclairés. Donc derrière, c'est pas exempt d'idéologie aussi. Hein, je trouve que par exemple l'idée d'égalité urbaine qui est développée par des villes comme Barcelone, où une place au centre-ville il doit y avoir le même matériau et le même coût pour l'aménager qu'en périphérie, ben, si vous faites ça entre Paris et ses périphéries, vous verrez que c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça, pour s'en rendre compte, je trouve ça c'est important dans la nuit. Les discours c'est bien et tout, mais il faut circuler, il faut les traverser les villes, il faut marcher autour. Quand il y avait eu les émeutes dans les banlieues en 2005, moi j'avais marché avec un ami économiste, Gilles Rabin, on avait marché dans ces fameuses banlieues en feu, quoi. Et on s'était rendu compte, au-delà de tout ce qu'on avait pu dire sur les banlieues, sur les jeunes, voilà, on s'était rendu compte que les villes de périphérie, bon, d'abord elles étaient assez mal éclairées, parce que c'est les bailleurs souvent qui les éclairent, très peu, il y a peu de centralité. Et puis quand vous passiez d'une ville à l'autre, d'une commune à l'autre, quand vous êtes à pied, vous l'éprouvez, vous passiez, il y avait une frontière, à un moment on était au centre, puis la lumière baissait, il y avait un pont, puis on rentrait dans l'autre ville et la lumière remontait. Donc c'était comme des bulles de lumière autour de Paris. Et d'ailleurs, il y avait un syndicat mixte, je ne sais plus comment ça s'appelle, CIREC ou quelque chose comme ça, qui s'occupait de la gestion de l'éclairage sur ces périphéries. Voilà un peu, moi, les évolutions que j'ai senties. Et puis, évidemment, une demande de lumière de tout le monde. Et puis, des technologies lumière qui se banalisent. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel lotissement en France, dans les cités, n'importe où. Vous voyez qu'à Noël, quelles que soient les religions et autres, ben, tout le monde illumine. Parce que vous allez dans toutes les grandes surfaces périphériques et vous achetez du matériel lumière pas cher. Donc ça demande... Voilà, c'est au lieu d'aller étudier, j'allais dire, la poésie des jardins ouvriers, vous pouvez aller étudier la poésie des dispositifs de mise en lumière des appartements à Noël. C'est incroyable, c'est Las Vegas parfois. Hein.
Ouais, c'est ça, voilà, les petites choses comme ça à attraper. Parce qu'on parle beaucoup de lumière, on va en parler avec Yann, on parle beaucoup de la lumière publique, parce que c'est celle qu'on voit, la sécurité, les lampadaires et tout. Et puis, mais il y a quand même une lumière privée. À Grenoble, on a éteint, on avait fait une nuit noire. Pour dire, voilà, des fois on fait des nuits noires, on utilise la nuit pour défendre, je sais pas quoi, la planète. Mais là, on a fait une nuit noire pour dire aux gens, bah, pendant 2 heures, on éteint au centre-ville, et on va voir ce que ça donne. Bon, on a circulé avec les élus, les urbanistes et tout. On s'est rendu compte qu'on s'est vite adapté à ça. Et finalement, la ville, elle est éclairée. Parce qu'il il reste des magasins encore illuminés. Normalement, ils doivent s'éteindre le soir. Donc, vous pouvez les éteindre, vous pouvez éteindre Et puis, chacun a son éclairage. Vous éclairez peut-être beaucoup dans votre maison. Et donc, ça donne des identités à des bouts de quartier. C'est assez sympa, en fait. Mais il faut s'habituer. Et comme on est toujours dans toujours plus, la surenchère, enfin, on est en train, à mon avis, maintenant, entre le climat et tout, on va descendre d'un cran. Et ça, c'est intéressant. On va redécouvrir qu'il y a d'autres façons d'éclairer et qu'il n'y a pas que l'éclairage public. Ça suffit, finalement, un bâtiment illuminé. Ça va? Je vais donner quelques pistes comme ça. Oui, non, bien sûr. Non, mais alors, si je regarde sur le côté, c'est juste parce qu'on attend notre deuxième intervenant qui est encore en chemin depuis la gare. Mais moi, j'avais plutôt une question. Tu connais quelqu'un à la gare? Oui, voilà, c'est pas la bonne gare. Mais du coup, moi, j'avais plutôt une question et vous parliez justement d'identité, donc c'est ça sur lequel je voulais rebondir. C'était donc dans le traitement de l'image lumineuse des villes, quand ce travail sur la lumière qu'elles font et qui est retranscrit justement dans ces cartes postales qu'on vend régulièrement. Est-ce qu'il y a une volonté de marquer une sorte d'identité de la ville, voilà, de marquer, de différencier dans le traitement de la lumière qu'on fait au sein de son territoire, notamment dans son centre? Aujourd'hui, les villes ont une identité nocturne. Bon, alors avant, on pensait à New York et on voyait des tours avec des petits points ou bien des barres d'immeubles comme ça. On a tous, petit à petit, une identité, enfin, on a une image de l'identité de la ville qui est plus seulement une identité diurne. Alors évidemment, l'identité des villes, c'est un bâtiment. Je sais pas, si on parle de Londres, on va penser à un ou deux bâtiments. Si on parle mais même des villes en France. Mais on va penser à des festivals aussi, parfois de lumière. Regardez l'image de Lyon aujourd'hui, c'est notamment les lumières. Oui, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis d'une fête qui était une fête religieuse. On mettait une petite lumière sur sur sa fenêtre, et puis de ça, ils en ont fait un travail, et puis les frères Lumière, et ainsi de suite, ils en ont fait quasiment un cluster qui travaille sur ces questions-là. Il y a différentes choses. Il y a des villes qui mettent en avant un suréclairage, donc un peu à la façon des futuristes. Si vous connaissiez ces avant-gardes italiennes du début du siècle dernier, qu'est-ce qu'ils mettaient en avant? Ils mettaient la lumière, ils mettaient la vitesse, ils mettaient l'énergie, en fait. Et il fallait détruire Venise, il fallait détruire la Lune, tuer la Lune. C'est un texte de Marinetti qui dit qu'il faut tuer la Lune. Puis à côté de ça, vous aviez Paul Morand qui disait qu'il fallait éteindre les néons. Vous voyez, donc la logique, elle est toujours là. C'est-à-dire que vous avez des villes qui vont jouer sur le suréclairage de gros bâtiments et tout. Puis vous avez des villes aujourd'hui qui commencent à travailler, notamment avec des artistes lumière, notamment avec des gens qui viennent, je pense à Fachard, qui a travaillé sur les places de Lyon, où ils descendent la lumière. C'est-à-dire, on n'est pas dans le suréclairage des bâtiments, mais l'enjeu, c'est on va créer des ambiances. Justement, en parlant d'artistes, Ouais. on va forcément aller vers Yann Carsalet. Je pense que vous avez pu voir les images défiler. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un petit peu quelle est la particularité du travail de Yann Carsalet dans son traitement des lumières, appliqué notamment à l'urbain? Bon, alors Yann Carsalet, plusieurs caractéristiques. D'abord, je dois dire c'est un ami, donc c'est difficile de parler d'un ami. Et en plus, on me demande d'en parler, il n'est pas là. Et j'ai l'impression de faire ça nécro, donc c'est un peu bizarre, quoi. Mais Yann Carsalet, voilà, c'est pas un technicien de la lumière, c'est pas un urbaniste, c'est quelqu'un, il le dit, d'abord il est breton et marin, donc ça forge le caractère, donc c'est une grande gueule, et c'est un homme libre. J'ai un jour lancé un colloque à Barcelone sur les temps de la nuit et tout ça. Il est arrivé, il était allé la nuit d'avant voir la tour Jean Nouvel qu'il a éclairée. Et il y avait un étage qui fonctionnait très mal. Il a ouvert le colloque, il y avait le maire de Barcelone, il a engueulé le maire de Barcelone, il s'est levé et il est parti. Et moi, je suis resté pendant 3 jours avec mon colloque. Voilà, donc ça c'est Yann Carsalet, c'est d'abord la liberté, c'est une formation artistique. Il a comme maître Alcan sur l'éclairage, au cinéma.
Donc il vient de ces univers-là, les beaux-arts, donc il est artiste lumière à un moment où ça n'existait pas, artiste lumière. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, peut-être le deuxième point de Yann, c'est qu'il a été un pionnier. C'est-à-dire qu'il a été un pionnier au sens où il a éclairé, c'est là qu'on fait le lien entre façon que j'ai eu de répondre à vos questions, il a éclairé des choses qui n'étaient pas éclairables. Moi, j'ai connu Yann Kersalé quand il a travaillé sur Saint-Nazaire. Donc il était, alors lui, il a une façon de faire. Il faut pas qu'il tombe amoureux, mais qu'il y ait une sympathie qui se fasse avec le maire de la ville ou avec le, je sais pas si ici, s'il y a un responsable ici ou avec vous, ça se passe bien. Il aura peut-être envie de travailler avec vous. Puis ça va être une histoire. Ben, ça s'est passé comme ça avec Batteux à Saint-Nazaire. Et dans cette ville de Saint-Nazaire, il a choisi d'éclairer le port. À une époque où ça ne se faisait pas. Maintenant, toutes les villes se sont renversées vers la mer, renversées vers le fleuve. Il a été un des premiers à faire ça. Il est allé vers il y avait une espèce de chose évidente qui était le port, mais personne n'y allait plus. C'était devenu répulsif. Il a éclairé. Et c'est devenu un des lieux où à Saint-Nazaire, on se promène et tout. Donc il a retourné la ville. Ça, c'était très fort. Il a mis en évidence, par exemple, des choses auxquelles on ne pense pas. En Belgique, par exemple, il a éclairé comment on appelle ça, des écluses un peu spécifiques qui permettent de passer plusieurs niveaux d'un coup, enfin peu importe. Il a eu tout un travail de ce type-là. Yann, c'est quelqu'un qui, un peu, je parlais de Jean-Michel Jarre tout à l'heure, qui n'est pas artiste lumière, mais qui fait de la musique, me semble-t-il. Lui, il a travaillé, en fait, son atelier d'artiste, c'est la ville. C'est ça qui est génial. Et vous avez vu les images, moi je ne souhaite pas les commenter une après l'autre, mais si on fait la liste, il a travaillé dans le monde entier, quoi. Je sais pas, la Cité de la Mode, c'est lui qui a mis en lumière là, cette espèce de lézard vert là, au bord de la Seine, c'est magnifique. Enfin, moi je trouve ça magnifique. Alors, c'est McFarlane, je crois, qui a fait ça. Donc, il a eu des collaborations très fortes, ces histoires d'amitié avec, par exemple, Jean Nouvel. Mais ses héros à lui, c'est Gilles Clément, le paysagiste. Pourquoi Gilles Clément? Parce que Gilles Clément, c'est le tiers paysage. On met des choses, mais on les laisse pousser, on les oriente un peu. Mais c'est un petit peu ça. Yann, il a ce type d'approche dans la ville. Donc, il va planter des choses là où les autres vont pas. Il a mis du bleu alors que c'était tout jaune. C'était tout jaune les villes, même quand les artistes les éclairaient. Il a mis du bleu. Moi, je me rappelle d'un texte que j'avais fait sur de la couleur dans la nuit. Et puis d'un coup, j'ai découvert Yann Kersalé. Il avait mis ses bleus métalliques. Maintenant, tout le monde fait ça, ça se décline et tout ça. Il a beaucoup travaillé aussi sur le fait de « je n'invente pas tout, je me plug ». Et par exemple, il a travaillé sur des dispositifs qui va plugger sur des choses, sur un lampadaire existant déjà moins cher, sur des plus petites villes. Il va travailler de l'échelle de la ville à celle si vous allez dans son labo... espèce de chercheur fou, Yann Kersalé, il a des petits dispositifs tout petits comme ça, et puis il va vous raconter pendant 1 heure comment il les a montés, tout ça. Donc voilà, il joue sur ces échelles. C'est le premier que j'ai vu travailler, quelqu'un m'a interpellé là-dessus tout à l'heure, sur les rythmes. C'est-à-dire, dans ses travaux, vous avez vu qu'à un moment donné, on voit, enfin peut-être que vous ne l'avez pas compris, c'est en Bretagne, donc c'est chez lui, il y a un cap, et il y a un endroit où il y a des espèces de tubes qui sortent, qui l'éclairent. Et ces tubes, ils s'éclairaient, donc on n'était pas dans la ville, on était dans un territoire, hein, plutôt un Finistère, une fin de terre, hein, et ça fonctionnait en lien avec les rythmes des marées. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a travaillé, le rythme. C'est-à-dire que quelqu'un me disait tout à l'heure, avec les technologies, on peut éclairer un endroit quand les gens arrivent. Et puis après, ça s'éteint. Ben oui, sauf qu'on éclaire tout le temps, comme s'il y avait du monde tout le temps. Ben lui, il a commencé à travailler là-dessus. Si vous vous souvenez du travail qu'il a fait sur Lyon, sur l'Opéra à Lyon, c'est ce bâtiment, il y a une espèce de bulle dessus, en fait, qui devait fonctionner avec le nombre de personnes qui étaient dedans, les danseurs et tout ça, donc avec un rouge dans la nuit, c'était beau aussi, ça. C'était pas aussi évident que ça. Il y avait comment dire, il y avait des luminaires rouges, techniques, sécuritaires, mais il avait amené cet élément-là dans la ville. Voilà quelques éléments, à mon avis, que Yann Kersalé a amené dans l'éclairage. Il s'est battu, alors le terme n'est pas très beau, vous m'en voulez pas, mais il ne fait pas encore tout à fait nuit. Moi, je l'ai vu s'engueuler, perdre des contrats énormes, gueuler contre EDF et des éclairagistes lumière, qui s'est mis à dos, et lui, il parlait de 2 choses. Il y a 2 termes que j'ai retenus de lui sur ce qu'on fait de la nuit, c'est-à-dire il disait arrêter la sodiomisation de la ville la nuit.
c'est-à-dire cette espèce de nappe jaune qu'on étale sur toutes les villes. Ça, c'était le premier. Et le deuxième, pour qualifier ce qu'on faisait parfois dans les services techniques des villes en éclairage de bâtiments, il gueulait contre les pâtisseries lumineuses. Voilà, ça c'était son... voilà, c'était ce contre quoi il se battait. Et donc, d'une certaine façon, là aussi, il était pionnier. Je l'ai entendu dire, alors que c'était son boulot, non, ne faites rien là, il ne faut pas faire ici. Faut pas faire. Ou bien baisser la lumière. Et il gueule sur les histoires de luxe. Vous le verrez des fois péter les plombs parce qu'on met trop de lumière. Cette idée d'une société transparente où tout est accessible, où il n'y a plus d'ombre, où il y a plus... Il est presque japonais dans ce sens-là, où c'est la question de l'ombre qui est plutôt posée, ou du sombre. Voilà, et puis il a fait des belles choses. Enfin, moi j'aime son travail, il a fait des belles choses, il pose des actes, il les assume, il perturbe, il va sur des théâtres, il a travaillé sur des théâtres, ah oui, il est aussi explorateur et importateur. C'est-à-dire qu'il va capter des images. Moi, je me rappelle de lui partant en expédition au pôle Nord, ramenant des images du pôle Nord pour pouvoir les projeter sur quelque chose. Et puis il partait dans des... Alors, je ne vais pas le plaindre, hein, il partait dans des atolls en Polynésie pour capter des lumières et les projeter. Voilà. Et on se dit, mais est-ce que les gens vont savoir que... Et puis finalement, quand il présente ces dispositifs avec les projections de lumière, il y a quelque chose de mystérieux qu'on n'aurait peut-être pas simplement en prenant la lumière à travers mon verre de bière, quoi. Voilà, donc moi je trouve qu'il a ce côté-là, explorateur, importateur de choses, et toujours à l'affût, toujours... C'est question de la liberté pour lui, à mon avis, c'est ce qui structure son travail, et des fidélités à des gens comme Jean Nouvel, mais il a travaillé avec plein d'architectes qui respectent. Puis ce côté Gilles Clément, c'est le Gilles Clément de la lumière, voilà, c'est un peu ça, quoi. Je crois que c'est comme ça qu'il aimerait qu'on le définisse. D'accord. Merci pour ce beau portrait et pour cette expression pâtisserie lumineuse que je vais garder dans mon carnet. C'est la sienne, hein, je ne lui pique pas, hein, c'est vraiment la sienne. D'accord. Juste, je pense qu'on va faire rapidement quelques questions, peut-être une ou deux si il y en a dans le public sur la question donc, de la lumière, et notamment par rapport à votre œil de géographe. Après, si notre public est un peu timide, on peut tout de suite peut-être, dans ce cas-là, vous remercier. C'est moi qui vous remercie, hein. J'espère que Yann sera fier de moi. J'espère aussi. Merci de votre attention. Voilà, merci à vous de l'invitation. Merci beaucoup Luc pour votre présence ce soir. Voilà, vous pouvez laisser le micro allumé car j'ai aperçu en coulisses donc notre deuxième intervenant qui est arrivé mais qui va devoir aussi repartir rapidement. Alors on me fait signe qu'il est encore en préparation. Est-ce que je peux avoir la confirmation? D'accord. Est-ce qu'on peut me dire, vous êtes prêts? D'accord. Eh bien, écoutez, je vous en prie, rejoignez-moi tout de suite. Je sais que par ailleurs, donc, vous avez eu des problèmes avec votre train, mais vous allez devoir en prendre un autre. Donc, vous êtes vraiment de passage et je vous en remercie, François Chéenne, d'être parmi nous ce soir. Donc, alors, j'ai cru comprendre que vous étiez, dans la description que j'ai de vous êtes chef d'entreprise de Citeos Bourges. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire de manière plus précise ce que ça recouvre? Perdu pour le coup, parce que je suis chef d'entreprise de Citeos à Tours. Tours, pas du tout. J'ai été chef d'entreprise de Citeos à Bourges. D'accord, et bien dans ce cas-là, on s'est trompé de citer, mais ce n'est pas grave. Du coup, donc, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer à quoi correspond votre métier au quotidien? Alors, le métier de Citeos, c'est la marque lumière de Vinci Énergie, c'est l'équipementier urbain, on va dire. Donc, nous installons, nous maintenons et nous embellissons les villes. Donc c'est les mises en valeur du patrimoine, l'éclairage routier, l'éclairage sportif. On fait également la signalisation lumineuse tricolore, les radars automatiques pour les véhicules, je suis désolé, ça en fait partie. Tout ce qui est borne de recharge pour véhicules électriques, voilà, tout ce qui a trait à l'électricité et au mobilier urbain. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer un petit peu quels sont, quand vous êtes justement, vous avez un contrat, les principaux enjeux auxquels vous devez répondre quand vous devez éclairer qui une ville, qui des espaces peut-être privés. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En fait, toute la problématique, c'est d'éclairer juste. Parce que si on revient un tout petit peu en arrière, pendant des années et des années, on a transformé les villes et les villages en Champs-Élysées. Ça donne une bonne idée, hein. Donc il fallait éclairer toujours plus fort, toujours plus grand, toujours plus lumineux. Et l'électricité ne coûtant pas très cher, le kilowattheure à l'époque n'était pas onéreux.
Donc personne ne se souciait de ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des quartiers, des vraies problématiques environnementales, sociétales. Donc le but ultime, c'est d'éclairer juste. Très bien. Et alors, éclairer juste, enfin, ça correspond à quoi? Voilà. Éclairer juste, c'est simplement apporter du confort, parce que toute la problématique est doit-on éclairer ou pas? On entend souvent dire il faut éteindre, il ne faut pas éteindre. Ça, c'est la vraie question. Il faut simplement apporter une réponse à un besoin. À partir du moment où on a besoin d'éclairage, il faut éclairer, il ne faut pas suréclairer, il faut mettre juste la lumière qu'il faut pour que les gens se sentent en sécurité, qu'ils voient où ils mettent leurs pieds. Ça devrait suffire. Très bien. Et est-ce qu'au contraire, justement, enfin, quand vous êtes dans la mise en lumière de sites, il y a des difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Ah oui, on a des vrais levées de boucliers. Alors, il y a plusieurs métiers. Il y a l'éclairage routier qui apporte simplement du service. Il y a aussi l'éclairage, la mise en valeur du patrimoine. Alors là, pour le coup, on embellit les monuments, on les fait sortir de terre, on arrive à leur donner une autre vision. Il y a aussi les jardins, les parcs et les jardins. Il y a les grandes eaux de Versailles, par exemple, qui sont un très bon exemple. Là, j'étais en Touraine, pour le coup, où il y a un festival international de jardinerie. Et oui, ça existe. Et pour le coup, on éclaire ces jardins, et la nuit, ils changent complètement, et on arrive à leur donner plein de formes différentes juste avec la lumière. D'accord. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on parlait un petit peu plus tôt, justement, on a mentionné le fait de potentiellement éclairer les parcs, sauf qu'on a cru comprendre que ça posait aussi des questions et des problèmes sur le respect du sommeil des autres habitants de la ville qui sont donc les animaux, voire même sur le respect de la flore. Comment vous faites justement pour éclairer sans perturber? On a la chance aujourd'hui d'être très bien entouré. Il y a pour le coup des associations, des étudiants, des chercheurs qui travaillent. J'ai travaillé par exemple, et j'ignorais que ça existait jusqu'alors, avec un chercheur, une sommité en la matière qui se trouve à Bourges et qui est l'Observatoire national des chauves-souris. Alors, il faut savoir qu'il y a des espèces de chauves-souris qui sont protégées. Et pour le coup, on met en place des solutions pour pouvoir éclairer, pour embellir par exemple les monuments. Les chauves-souris adorent se nicher dans les clochers des églises. Et on leur trouve des portes de sortie, c'est-à-dire pour ne pas qu'elles soient happées par les halos lumineux ou autres. Voilà, on leur dégage des voies, on fait en sorte de ne pas les gêner. On fait exactement la même chose pour l'éclairage urbain, puisqu'aujourd'hui on travaille beaucoup avec la détection de présence. C'est quelque chose qui se démocratise. Alors ça ne fait pas un flash à ceux qui passent en dessous, ça ne s'allume pas non plus dès qu'un animal sort, c'est vraiment calibré pour, ça donne de très très bons résultats. D'accord. Justement, toujours sur la question du respect de la biodiversité, il y a la question de la lumière LED, qui est considérée comme moins énergivore que la lumière qu'on avait l'habitude d'utiliser auparavant, mais qui est critiquée pour peut-être être plus forte, troubler le sommeil, en tout cas troubler et perturber la biodiversité. Quel est votre avis sur le sujet et faut-il toujours recourir à cette lumière partout? Partout, non. La première chose, d'abord, c'est d'éclairer juste. L'avantage de la LED, c'est qu'on peut tout faire avec. On peut l'allumer, l'éteindre à volonté, on peut la faire varier, on lui fait changer sa couleur, on peut absolument tout faire avec. Elle a une durée de vie, potentiellement, aujourd'hui, qui est estimée très très longue. On donne jusqu'à 20 ans. Bon. On n'a pas encore assez de recul sur la matière, puisque les premières vraies générations de LED posées en éclairage urbain ont une dizaine d'années tout juste. Donc on ne sait pas encore vraiment. Toujours est-il qu'on dit la lumière LED fait mal aux yeux. Je vais vous donner un exemple tout bête et vous ferez l'exercice chez vous. Vous regardez le soleil, vous essayez de le fixer pendant environ 1 minute. Je pense que vous allez avoir mal aux yeux aussi. Voilà. Donc une ampoule, une lampe de chevet, essayez de fixer une source lumineuse, effectivement, ça va vous brûler la rétine. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de recul dessus. Ce que je sais, c'est que l'avantage de cette LED, c'est qu'avec toute sa palette de couleurs, on peut vraiment la faire varier, on peut améliorer le confort des usagers, le confort des gens. Si votre sensibilité est une lumière plus douce, plus chaude, plus rouge, plus bleue, plus verte, peu importe, on peut faire quelque chose, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc pour le coup, pour la faune et la flore, ça a du sens. D'accord. Et justement, quand vous parlez du confort des usagers, c'est un
comment dire, c'est une vraie préoccupation. Est-ce qu'il y a un travail que vous effectuez sur les ambiances qui est beaucoup plus fort que ce que vous pouviez faire il y a peut-être même quelques années? Enfin, où est-ce que ça a pu commencer à être pris en compte et comment justement vous travaillez sur ces ambiances-là? Je parlais tout à l'heure de la détection de présence, je parle également de la LED. L'avantage de la LED, c'est on travaille principalement. Alors l'éclairage, c'est pas juste mettre une source lumineuse et éclairer comme ça. Aujourd'hui, on a un véritable travail optique, parce que ça reste de l'optique avant tout. On joue sur les hauteurs, sur les puissances, sur les distances, sur les interdistances entre les points lumineux. On essaye de calibrer la lumière pour qu'elle ne touche que ce que l'on veut faire. J'ai un exemple en tête, qui est le parcours lumière de la ville de Tours. On a réussi à faire quelque chose de très sympa en centre-ville. Et pour le coup, avec des projecteurs, on arrive, en dirigeant la lumière, vraiment à ne même pas frapper les fenêtres des bâtiments. Donc c'est vraiment très bien orienté, ça marche plutôt bien. Donc on arrive vraiment à apporter cette précision-là qu'on n'avait pas du tout avec les sources précédentes. D'accord. Mais justement, je voulais aussi revenir sur la question de la détection de présence. Ça fait partie peut-être de ces nouvelles petites technologies que vous utilisez pour éclairer les rues. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez développées ces dernières années ou que vous êtes en train de développer et qui pourraient voir le jour d'ici quelques temps? Alors, il y a plein de choses. On entend parler de lumière organique. On entend parler de tout un tas de procédés. On peut jouer sur les variations de puissance, on peut jouer sur tout un tas de choses. La technologie a fait un vrai bond. D'ailleurs, dans les métiers de l'éclairage depuis 20 ans, d'ailleurs c'est comme ça qu'est née la marque Citeos. On a vu une évolution qui est vraiment liée à la technologie. Là, la LED est arrivée. Elle commence à vraiment se démocratiser. Je ne dis pas que c'est la solution à tout. Néanmoins, elle apporte beaucoup de solutions. D'accord. Et juste pour encore rebondir par rapport à cette préoccupation de la biodiversité, vous travaillez du coup régulièrement, vous aviez parlé de cet organisme de protection des chauves-souris, vous travaillez régulièrement du coup avec tous ces acteurs-là de protection de la faune, de la flore, enfin, votre travail c'est vraiment un travail multipartenarial? En fait, au-delà de la lumière, nous sommes avant tout aménageurs urbains. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la lumière est un vrai confort. On est là pour apporter du service. Éclairer juste, c'est éclairer, c'est apporter un service d'éclairage. On travaille avec toutes les associations. Ça peut être les associations contre la pollution visuelle, les affichages nocturnes. On travaille avec des associations de protection de la faune et de la flore. Il y a toutes sortes de choses qu'on travaille en milieu urbain ou en milieu rural. Aujourd'hui, l'éclairage, je suivais la conversation précédente en disant que pour bien observer une ville, il faut l'observer la nuit. C'était ce qui était dit tout à l'heure. J'ai suivi sur Twitter en même temps pour ne pas perdre le fil. Dans la pratique, on s'est vraiment rendu compte, ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, qu'on avait un impact vraiment sociétal avec l'éclairage. On nous dit il faut éclairer, il faut éteindre, il faut rallumer, est-ce qu'on met un point sur deux ou pas? En fait, c'est à l'appréciation des uns et des autres. C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter les besoins. On fait souvent des enquêtes de voisinage, on étudie la vraie faisabilité, la recherche encore une fois, du service. Et surtout, on essaye de viser une pérennité de l'installation. On ne va pas installer quelque chose pour le démonter, pour rééclairer plus fort plus tard. Voilà, tout de suite, il faut que ce soit juste et parfait. D'accord, très bien. J'avais cru comprendre que vous aviez un petit film que vous souhaitiez nous faire passer. Vous voulez qu'on le passe maintenant, peut-être? Oui, ça peut vous donner une petite idée. Ça a été tourné, pour le coup, à l'époque, j'étais chef d'entreprise à Bourges, à côté de Sancerre. Alors tout le monde connaît le vin de Sancerre. Ça prouve que le rural n'est pas ringard. Bien. Ah ben, ça me l'a sauté. Merci.
pour le coup, le département du Cher a été le premier département qui a été équipé, qui avait le plus grand nombre d'installations et de points lumineux en détection de présence. Alors vous avez pu le voir, hein, il n'y a aucune image trafiquée pour le coup, hein. Tout est 100% réel. Il y a le premier village de France qui a été intégralement réalisé comme ça. Alors c'est vraiment perdu au milieu de nulle part pour le coup, mais la problématique est que le coût de l'énergie augmente de plus en plus, les collectivités ont de plus en plus de difficultés à subvenir à ça. Il faut savoir que légalement, à partir du moment où un point lumineux existe, il doit être en état de fonctionner. Voilà. Donc on ne peut pas avoir une installation et puis la couper complètement. Ça, c'est pas possible déjà légalement. Donc certains se demandent s'il faut mettre un point sur deux. Alors éclairer un point sur deux, c'est un peu plus problématique parce que l'œil est un appareil, une sorte de grand appareil photo, et a du mal à se calibrer entre le jour, la nuit, et c'est encore plus accidentogène qu'autre chose. Donc éclairer tout ou partie, éteindre au milieu de la nuit, la détection de présence, alors c'est une solution parmi d'autres, mais apporte vraiment des solutions, et on a réussi à générer pour la ville de Sancerre qui avait un éclairage désastreux, qui datait d'il y a 30 ans, donc on remonte vraiment très très loin. On a fait jusqu'à 60% d'économie d'énergie qu'on trouvait en euros sonnants et trébuchants sur les recettes de la commune. Donc ça a été une vraie réussite. D'accord, c'est ça justement qui, enfin, à titre personnel, me surprenait un peu. C'est vrai que quand on entend parler de ces nouvelles technologies, on peut se dire c'est réservé plutôt au centre urbain, mais en fait pas du tout. Dans l'exemple que vous donnez, on est même plutôt sur une solution qui est beaucoup plus calibrée pour des espaces périphériques, des espaces ruraux. Finalement, c'est des maires de petites communes qui vous demandent ce genre de solution pour des besoins aussi bien financiers que de respect de l'environnement. L'éclairage n'est pas urbain, rural ou autre. L'éclairage suit l'être humain, on va dire. À partir du moment et je parle là de dimension sociétale, à partir du moment où l'être humain vit en société, souvent il a besoin d'éclairage pour se rassurer, pour apporter un petit peu de confort, parce que le soir on rentre plus tard, on a envie de voir où on met les pieds. Voilà. Donc au fur et à mesure, on veut prolonger la durée du jour, c'est un petit peu ça, et c'est pour ça que l'éclairage a été mis en place. Bon. Les solutions aujourd'hui qui sont proposées en matière de technologie sont quand même beaucoup moins chères qu'il y a 20 ou 30 ans. Ça incite pas forcément à poser des installations supplémentaires, mais au moins à les moderniser, à les transformer. La transformation de la ville, c'est également ça. Je parlais de confort tout à l'heure, je parle aussi de service. On arrive également aujourd'hui, et je reviens sur les nouvelles technologies, à apporter le Wi-Fi rien qu'avec des luminaires. Alors ça marche très bien en musée pour l'instant, et il y a des tests qui sont en cours. Il y en a un notamment du côté de Niort en grandeur nature, ça s'appelle le Li-Fi, donc transmission de l'information par la lumière. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui arrivent. Et le mobilier d'éclairage en lui-même, au-delà d'éclairer, a tout un tas d'autres fonctions aujourd'hui, puisqu'on trouve dedans des bornes de recharge pour les vélos électriques, on trouve également un côté éclairage festif, alors avec les mises en valeur, avec également les guirlandes de Noël, avec tout un tas de choses comme ça. Voilà. C'est du service. Superbe. Et est-ce que vous pouvez juste, avant de passer aux questions, nous dire un petit peu plus du Li-Fi, justement? Est-ce que c'est des choses que vous allez de plus en plus développer à l'avenir? Alors pas forcément. Moi, mon métier avant tout, c'est la lumière. Parler d'ondes, parler de technologies de communication, c'est pas forcément mon dada. Ça fait partie des pistes qui sont étudiées, tout comme la LED a été étudiée il y a 20 ans. Pourquoi pas? Il faut savoir que, pour se donner un ordre d'idée, aucun grand fabricant d'éclairage, il y a 10 ans, ne s'est lancé dans la LED. Pourquoi? Il n'y avait que 4 fabricants de LED au monde. Et pourtant, tous les équipementiers allaient les chercher chez eux. Et le plus connu d'entre eux, qui est Philips, qui vient de changer de nom au 1er janvier, il s'appelle Signify maintenant, a fini par attendre, a été un des plus lents à se lancer dedans, a racheté une de ces sociétés et l'a développée. Aujourd'hui, voilà, les progrès sont là, le matériel va très très bien. Au-delà de parler juste de LED, aujourd'hui on parle plus d'électronique embarquée. En fait, la technologie qui était présente avant était somme toute très rudimentaire, subissait plutôt bien les contraintes environnementales, le chaud, le froid, on le voit en ce moment. Aujourd'hui, on met quand même avec la LED beaucoup d'électronique. C'est peut-être un petit peu
ce qui va conditionner notre futur, puisque on peut tout faire avec la LED, on peut tout faire avec de l'électronique. Maintenant, on ne peut pas le mettre non plus partout, dans toutes les situations. Et notre métier tend vers ça. Très bien. Merci beaucoup François Chienne. Je propose que si il y a des questions dans notre public, que vous puissiez les poser rapidement. Et puis après, quitte à ce que vous continuez ensuite pour la deuxième phase du cocktail, j'ai 2 personnes. Eh bien écoutez, on va commencer avec madame et on continuera après avec monsieur. Je vais tâcher de ne pas dire de bêtises alors. Bonsoir. J'aurais juste une petite question. Est-ce que Citeos s'intéresse à l'éclairage dans les villes numériques ou smart cities? Alors, là, oui, voilà, le Smart City, c'est un vrai concept. La Smart City, on a l'impression que c'est un peu Big Brother. En fait, qu'est-ce que la Smart City? On va plutôt poser la question comme ça. Je parlais de service tout à l'heure, la Smart City, c'est ça, c'est apporter le bon service au bon endroit. C'est pas une baguette magique ou autre chose. On ne veut pas mettre toute la technologie du monde, secouer très fort le shaker et se dire, tiens, on va peut-être sortir quelque chose. Non, non. Vous avez besoin de lumière à tel endroit, ça peut être de la Smart City. Vous avez besoin d'un service, d'objets connectés, peut-être d'avoir directement un signal sur votre téléphone qui vous dise, tiens, pense à ça. Ça peut être de la Smart City. Vous avez besoin d'une borne de recharge, de recharger votre véhicule plus vite qu'avant. Ça peut être de la Smart City, de recevoir de l'information. On peut tout mettre dans la Smart City. On parle de vidéoprotection urbaine aujourd'hui, ça en fait partie. Voilà, les panneaux à messages variables. J'ai certaines communes aujourd'hui qui, sur le concept de Smart City, en fait, sont partis de complètement autre chose. À la base, Smart City, pour eux, ça leur était complètement étranger. Leur problématique était comment faire revenir les gens pour consommer dans leur commune. La commune, c'est une sorte de piton, il y avait un petit marché, les camelots venaient le week-end. Bon, et puis au fur et à mesure, on voyait que ça devenait désert, plus personne, les rideaux descendaient. Et on a accompagné cette collectivité, pas nous directement, mais en leur trouvant un consultant qui, en les faisant réfléchir, au bout de plusieurs séances, ils se sont rendus compte que leur problématique, c'était le stationnement. Voilà. Donc on a apporté une solution de stationnement en dirigeant les gens, en faisant en sorte qu'ils réussissent à se garer à tel endroit sans chercher une place pendant des heures. Il y avait beaucoup de sens uniques en l'occurrence, donc à les emmener sans qu'ils tournent, que les places de parking soient facilement accessibles. Et finalement, au fur et à mesure, eh bien, les commerces ont rouvert. Alors, ça a l'air très beau ce que je dis, mais c'est vrai. Hein. Les commerces ont rouvert, le marché est vraiment devenu florissant. Et pourtant, on a juste posé quelques panneaux avec quelques capteurs au sol, en disant juste, là, il y a tant de places. Ce que vous voyez dans les parkings aujourd'hui, hein, c'est exactement pareil, mais à l'extérieur. Ça, c'est de la Smart City. C'est simplement du service. Ouais, bonsoir, j'avais une question plus un peu technique sur le parcours de lumière de la ville de Tours, puisque je fais mes études à Tours. Et donc j'ai pu observer le parcours. Et ce que vous disiez, par exemple, sur les fenêtres, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est dans la rue que l'éclairage ne touche pas les fenêtres. Est-ce qu'il y a d'autres particularités un peu techniques, plus pratiques du parcours dont on ne se rend pas forcément compte quand on est juste observateur? Alors pour le coup, l'avantage de l'éclairage, c'est que je suis quasiment sûr et certain qu'il y a 80% des gens qui m'ont écouté ce soir qui vont lever la tête ce soir quand il va faire nuit. En général, ça marche, hein, vous verrez. Vous penserez à moi. Le parcours lumière de la ville de Tours, c'est une sorte de parc d'attractions parce que pour le coup, on a mis vraiment toute la technologie possible et imaginable en matière de mise en valeur du patrimoine pour réussir à redynamiser un quartier. On parlait de Smart City tout à l'heure. Cette mise en valeur, c'est de la Smart City. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pilote, on gère à distance. Juste avec mon téléphone, je peux changer un programme là-bas directement. On a réussi à apporter un service qui est très rigolo si vous faites vos études à Tours. Il y a une très grande tour au milieu de tout ça, qui s'appelle la tour Charlemagne. Je vous encourage à aller faire une visite et à monter tout en haut. Monter tout en haut de nuit, il y a 2 visites guidées, hein. Il suffit d'aller à celle en nocturne et observer la ville. Vous allez vraiment, vous faites un 360 en haut et vous allez voir la différence. En fait, le postulat, pourquoi ce parcours lumière est né,
Le maire de Tours a dit, moi, quand les gens sortent de la gare, ils tournent à droite pour aller vers Chambord, Cheverny, tous les châteaux de la Loire, mais ils ne tournent jamais à gauche pour rentrer en centre-ville. Mon centre-ville n'est pas attractif. Personne ne reste. Vous êtes étudiant, je suppose que vous connaissez la place Plumereau. Voilà. Tous les étudiants, il y a tous les bars, en fait, tous les étudiants se retrouvent là le soir, le jeudi soir surtout, et font le tour des popotes, mais ça reste plus un coupe-gorge au final qu'autre chose. Et il n'y a aucune dynamique dedans. Il y a une basilique qui est magnifique, qui est classée. Il y a des vestiges, c'est vraiment superbe quand on s'y intéresse un tout petit peu, sauf qu'il n'y a aucune lumière dessus. Donc le concept, ça a été de créer ce parcours pour réintéresser les gens, alors on n'est pas encore au bout, hein, pour réintéresser les gens à tous ces petits coins de quartier. Il y a par exemple un cimetière gallo-romain qui est juste derrière la place Plumereau, que personne ne connaît, qui est mis en valeur le soir, donc pour le coup, les gens se sont réappropriés ça. Il y a des visites guidées qui se créent maintenant autour. Il y a toute une place où les commerçants nous disaient bon, le soir, les gens passent à pied, ne regardent même pas. Là, les gens s'arrêtent, commencent à regarder, s'intéressent, discutent. Ça crée vraiment une émulation sociale en centre-ville. Et les gens restent. Les gens restent, tournent, consomment, font le tour. Là, voilà, on a réussi notre mission qui n'est pas seulement d'éclairer un quartier historique et des monuments vraiment emblématiques de la ville. Au-delà de ça, on a vraiment apporté ce service de réintéresser les gens au cœur de ville à ce qu'ils se réapproprient ça. Et là, il y a la deuxième tranche qui sort, vous la découvrirez bientôt. Ça va donner envie d'aller à Tours. Est-ce qu'il y a encore peut-être une question? Plus de questions? Vous voulez peut-être plutôt les poser autour du cocktail? Eh bien, dans ce cas-là, je vous remercie une nouvelle fois, François Chéenne. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci d'être venu jusqu'ici. Donc, je vous propose donc après ce deuxième temps, un nouveau temps de convivialité, et puis nous enchaînerons après avec une troisième et dernière session avec Olivier Pourriol qui nous fera une petite exploration donc, de la ville et de la nuit urbaine au cinéma. Voilà, je vous remercie et à tout de suite.